Bonjour, donc bienvenue pour cette nouvelle leçon qui fait suite, comme son nom l'indique, à la leçon précédente. Donc nous sommes toujours dans le thème la France et l'Union européenne et c'est le chapitre de la France et l'Europe dans le monde. Alors, la dernière fois, rappelez-vous, nous avions expliqué quelle est la place de l'Union européenne dans le monde. On avait raisonné à l'échelle mondiale, notamment avec la place de l'Union européenne au niveau démographique, et comme on le voit sur la carte, au niveau économique, avec ses relations avec d'autres États et d'autres régions du globe. Donc, on avait raisonné à l'échelle continentale, mais surtout à l'échelle mondiale. Là, nous allons raisonner à deux échelles différentes. D'abord, quelle est la place de la France en Europe? Nous allons nous interroger là-dessus et raisonner, donc du coup, à l'échelle européenne, l'échelle nationale et son lien avec l'échelle européenne. Et ensuite, dans la deuxième leçon qui fera suite à celle-là, nous allons raisonner à une échelle mondiale. Quelle est la place de la France, non pas dans l'Union européenne, mais à une échelle mondiale? Donc, l'objectif de ces deux leçons, c'est de vous faire travailler sur deux échelles, ce qu'on appelle en géographie un jeu d'échelles, l'échelle européenne, France en Europe, et l'échelle mondiale, France dans le monde. Ça, c'est quelque chose de très important en géographie, ce raisonnement par échelle, voir un petit peu j'allais dire, le développement d'un pays et la place d'un pays à une échelle continentale et à une échelle aussi mondiale. Donc, la question que nous allons commencer à nous poser, c'est, ce premier temps, quelle est la place de la France dans l'Union européenne? C'est le titre de la leçon 1, la France et l'Union européenne. Donc, si on part d'un texte, vous allez lire ce texte qui s'appelle D'une logique hexagonale à l'ouverture européenne, on va observer la situation de la France comme ce qu'on appelle un carrefour européen. Alors ça signifie quoi carrefour européen? Pour expliquer ce terme de carrefour européen, on va travailler sur les réseaux de transport, ce qu'on vous dit de suite, hein, les trafics sur les réseaux de transport. Donc, comment appréhender la place de la France à l'échelle européenne en regardant les transports et les réseaux de communication. Donc, on vous dit quoi dans ce texte? Que la France est desservie par un axe nord-sud bien connu, l'axe Paris-Lyon-Marseille, qui a une importance très grande et renforcée, mais aussi un autre corridor de circulation, c'est-à-dire un autre couloir de circulation, un autre axe de circulation qui relie la France à l'Italie et à l'Espagne en passant par la plaine du Languedoc, c'est-à-dire la région de Montpellier pour l'Espagne, Montpellier-Marseille pour l'Italie. Et dernier élément qui est lié à ce texte, on parle aussi d'un nouvel axe, un axe fort. Alors, ce n'est pas un nouvel axe, c'est parce qu'il est extrêmement ancien, mais un axe fort qui passe par les grandes villes du nord et de l'est et qui s'appelle l'axe rhénan parce qu'il va passer tout le long du Rhin. Donc vous voyez que la France, une sorte de carrefour comme son nom l'indique, avec trois grands axes importants, un axe nord-sud Paris-Lyon-Marseille, un axe plutôt sud avec l'Italie et l'Espagne, et un axe plutôt du nord et de l'est qui relie la France à la mégalopole européenne qu'on avait vue la dernière fois et au cœur économique de l'Union européenne par l'axe rhénan, ce qui fait de la France un véritable carrefour à la croisée, j'allais dire, des axes de transport principaux. Ce qui peut nous donner cartographiquement, on va pouvoir traduire les différents éléments qu'on a observés dans le texte. Donc, on voit alors ce qui était cité dans le texte, les grands corridors, couloirs de circulation. Ici, l'axe Paris-Lyon-Marseille. Vous avez aussi, on va pouvoir intégrer dans cette carte donc, les grands carrefours mondiaux, le carrefour mondial principal qui est Paris, et des carrefours européens qui ont une vision, une influence européenne, Marseille, Lyon, et on pourra rajouter Lille aussi, hein, qui fait le lien avec l'axe nordique et avec l'Allemagne notamment. On remarque enfin que ce sont surtout les grandes métropoles, vous voyez, de l'est du territoire qui profitent de cette intégration. Alors il nous manque des choses aussi parce qu'il n'y a pas que les axes terrestres qui font de la France un carrefour aussi européen. Vous avez aussi l'ouverture maritime internationale
par notamment les deux grands ports français que sont Marseille et Le Havre ici, donc qui donnent une liaison avec cet axe important de la mer du Nord qu'on avait vu en quatrième, qui est le principal couloir de circulation maritime. Et vous avez aussi cet axe de circulation vers l'Europe du Sud et les pays du Sud via Marseille. Et enfin, on pourrait aussi noter les grands aéroports internationaux. Donc, il y en a plusieurs qui seront marqués sur la carte. Vous avez celui de Toulouse, vous avez celui de Nice qui est très important. Vous avez évidemment les deux aéroports de Paris. Et enfin, vous avez un aéroport moins connu mais qui est important, qui a un trafic de passagers très important, c'est l'aéroport de Bâle-Mulhouse, puisqu'il dessert une partie, il participe aux liaisons avec une partie de la France et de cet axe rhénan, de l'Europe de l'Est et de l'Allemagne. Donc vous avez une France qui est extrêmement bien reliée au reste du continent européen que l'on peut matérialiser ici. Donc, si on va un petit peu plus loin, on peut voir que notre projet est en cours pour renforcer les liaisons entre la France et les autres pays de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle la transalpine. C'est le projet d'un tunnel ferroviaire, c'est-à-dire d'un tunnel voie ferrée, pour le transport de marchandises entre la France et l'Italie. Et l'objectif de ce projet-là, c'est de faire la liaison Lyon-Turin pour ensuite desservir les grandes villes de l'Est de l'Europe et faire une liaison unique, j'allais dire, et continue entre le cœur de l'Europe et la France ici, et notamment les pays de l'Est. Or, ce projet-là bat un petit peu de l'aile actuellement, il y a beaucoup d'opposition, et il est en stand-by en ce moment, il devrait être mis en place en 2020, il aurait dû, mais pour l'instant, il n'y a pas de réalisation encore concrète, mais c'est un projet qui pourra encore plus renforcer la place de la France et des liaisons de la France avec l'Europe du Sud, mais aussi avec l'Europe de l'Est. Ce raccordement serait intéressant aussi pour le territoire français. Donc, ce que vous allez faire là, c'est pas très compliqué. Je vous ai mis sur la fiche qui est en pièce jointe donc, la carte que je viens de commenter, donc, qui est ici. Vous aurez juste à me compléter la légende. La légende était sur la carte. Vous aurez juste à la recopier, cette légende ici, pour avoir une carte sur la France qui est bien intégrée à l'Union européenne par ses axes de communication. Donc, recopiage de la légende que vous mettrez ici. Donc, on va pouvoir noter ces éléments. Donc, à partir des années 80, la France s'inscrit dans une logique européenne. Sa position de carrefour entre l'Europe du Nord et celle du Sud est renforcée par des grands aménagements. Évidemment, tunnel sous la Manche en 94 et ce projet de Transalpine prévu en 2020, qui est un petit peu retardé. Donc, toutefois, cette intégration est inégale car elle profite d'abord aux grandes métropoles et surtout à l'est du territoire, c'est ce qu'on a vu. Donc, l'axe Paris-Lyon-Marseille, eh bien, lui, bien intégré à l'Union européenne et l'est du territoire. On avait pris l'exemple de l'aéroport Bâle-Mulhouse, lui aussi bien intégré. Le reste du territoire, la partie ouest du territoire, peut-être un peu moins bien connecté au reste de l'Union européenne. Donc, au niveau économique, la France est aussi bien intégrée à l'Europe. Donc, quand on observe les principaux partenaires économiques de la France, avec qui la France échange, eh bien, si on additionne le total de tous les pays européens avec qui la France fait du commerce, les 10 premiers partenaires commerciaux, eh bien, on arrive, quand on additionne l'Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, j'ai englobé Royaume-Uni, même s'il est sorti de l'Europe, mais ces chiffres datent de 2015, le Royaume-Uni était toujours, on est à peu près à 45% des échanges de la France qui se font à l'intérieur de l'Union européenne. Contre, vous voyez, que 6% aux États-Unis, 6,4 et 6% en Chine. Donc, l'essentiel des échanges, les partenaires principaux de la France sont à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, économiquement aussi, la France est bien intégrée à l'Union européenne par l'intermédiaire de ces échanges économiques. Ces clients privilégiés, ces partenaires privilégiés sont les pays membres de l'Union européenne. Donc, ça aussi, on va pouvoir le noter. Donc, au niveau économique et commercial, la France a comme principaux partenaires des États membres de l'Union européenne.
L'Allemagne reste son principal partenaire commercial avec 16,8% des échanges réalisés. Ce qui facilite ça, c'est l'abolition des taxes douanières au sein des pays de l'UE qui explique cette situation privilégiée. Rappelez-vous, hein, le traité de Rome puis le traité de Maastricht avaient abandonné, éliminé toutes les barrières douanières et désormais quand on fait des échanges avec des pays de l'Union européenne, eh bien les taxes sont réduites quasiment à zéro, ce qui facilite, privilégie les échanges. La France préfère vendre ses produits à des pays européens puisque eh bien, elle ne va pas payer de taxes, alors que si elle les vend aux États-Unis ou en Chine, et surtout aux États-Unis, eh bien, les produits européens sont extrêmement taxés, et encore plus avec la présidence de Donald Trump. Dernier élément, sur le plan politique, je n'insiste pas parce que ça, on l'avait vu, la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU depuis que le Royaume-Uni est parti. Donc, c'est la France qui est le seul représentant de l'ONU pour le continent européen. Ça, c'est un atout politique. Alors, la leçon 2, donc on change d'échelle, vous avez compris. Après avoir vu la France et son intégration dans l'Union européenne, voyons maintenant la place de la France dans le monde. Donc, quelles sont les formes d'influence de la France dans le monde? Comment la France rayonne-t-elle dans le monde? Quels sont les aspects du rayonnement? Alors là aussi, on va attaquer par un texte qui nous donne une idée de la puissance économique de la France dans le monde. Et ce que j'ai surligné, ce qui a remarqué, c'est ce terme-là très intéressant, l'internationalisation de ces entreprises. Ça veut dire quoi? On va le voir en image. Eh bien que la France a des enseignes, des entreprises, ce qu'on va appeler des firmes transnationales, FTN, qui s'exportent dans le monde, qui sont implantées dans le monde. Ici, l'enseigne Carrefour en Chine à Pékin, vous voyez la marque Carrefour ici, et l'écriture chinoise ici, où on a donc cette présence d'une enseigne française en Asie. On a quoi encore comme exemple? Eh bien, le groupe Total, qui est un groupe pétrolier français. Vous voyez ici, j'ai pris cette image pour montrer que Total est bien intégré sur le continent africain, puisque c'est le sponsor principal, ça a été le sponsor principal de la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Donc, vous voyez, Total aussi bien intégré, bien implanté dans un continent, le continent africain. On voit apparaître le logo à deux reprises sur cette image-là. Troisième image, troisième exemple, une usine Michelin, Michelin de Clermont-Ferrand, entreprise typiquement française, eh bien, avec une usine aux États-Unis. Or ici, on est dans le Massachusetts, à Lexington, qui est une ville américaine, où on voit la présence eh bien, de Bibendum, puisque c'est le nom de ce petit logo, ce petit personnage, cet emblème de Michelin. Vous voyez, Michelin aux États-Unis aussi. Donc, bonne présence des marques françaises à l'étranger. Et enfin, dernier exemple qui vous parlera sûrement à vous les jeunes, eh bien, l'entreprise Ubisoft, qui est une entreprise de technologie, de nouvelles technologies, eh bien, par exemple, Ubisoft exporte 80% de ses productions dans le monde. Seulement 20% de ses productions sont réservées au marché national et 80% de ses productions, l'entreprise Ubisoft, bien les vend à l'étranger, donc une entreprise Ubisoft extrêmement bien implantée dans l'international. C'est ça l'internationalisation des entreprises. Alors je rebondis sur l'exemple avec Carrefour, hein, on l'a vu pour la Chine, eh bien, la présence de Carrefour, elle est aussi mondiale, évidemment les magasins en France, des magasins dans toute l'Europe, Belgique, Espagne, Pologne, Roumanie, des magasins en Asie, et des magasins aussi en Amérique du Sud. Donc on a la présence de Carrefour, qui est un géant mondial de la grande distribution, une entreprise très internationale, donc marque française, internationale aussi, bien implantée. Alors si on continue dans le texte, on a d'autres exemples qui sont donnés. Je n'ai pas pu tous les prendre, mais j'aurais pu prendre l'exemple des géants de l'énergie. J'ai pris Total, mais il y a aussi Areva, GDF et Suez. Dans le bâtiment, Vinci et Bouygues, extrêmement bien implantés en Afrique, notamment Bouygues. La grande distribution, j'ai pris l'exemple de Carrefour, on aurait pu prendre Auchan. Évidemment, l'industrie, on l'avait vu la dernière fois avec Airbus, bien implanté en Europe et dans le monde qui concurrence aussi Boeing. Et au niveau de la finance, avec des grandes banques françaises, bien implantées dans le réseau mondial, Société Générale
et BNP, qui est BNP Paribas, elle aussi bien implantée. Donc vous voyez, une puissance économique de la France assez bien implantée dans le monde. Autre élément, donc on change de thème ici et on n'est plus dans l'économie, mais dans le militaire, avec la France qui est aussi présente dans le monde dans le domaine militaire. Donc, dans un premier temps, la France possède des bases militaires. On va le voir sur tous les continents. Alors, bases militaires, j'ai regroupé tous ces éléments-là. Donc, vous avez les bases militaires qui sont, eh bien, évidemment, dans les territoires d'outre-mer, Polynésie, Antilles, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, et évidemment, les bases françaises. Donc, ces éléments-là qui montrent la présence de la France dans le monde. Alors, elle participe aussi, la France, à des opérations de maintien de la paix. Vous avez l'opération Barkhane qu'on avait vue au Sahel, au Mali principalement, l'opération Corimbe qui est lutte contre la piraterie dans cette partie ouest de l'Afrique, et enfin l'opération Chamal, la lutte contre Daesh dans les régions du Levant, la Syrie et l'Irak. Là, c'est des opérations que la France mène quasiment toute seule, avec très peu d'aide internationale. Mais vous avez aussi des opérations qui sont aussi avec l'ONU ou avec l'Union européenne. Par exemple, l'opération Atalante, lutte contre la piraterie dans ces régions là, de l'Est de l'Afrique, et l'opération Darman aussi en Syrie et en Irak, qui est une opération de lutte contre le terrorisme. Donc vous voyez que la présence militaire française est assez vaste et large sur tous les continents par ses bases militaires et aussi sur de nombreux continents par ses opérations de lutte ou de préservation, j'allais dire, de la paix. Certaines toutes seules, certaines avec le concours de l'Union européenne ou de l'ONU. Donc voilà, retenez ces bases militaires, ça vous aidera notamment pour la carte. Je répète, j'ai regroupé moi ces deux éléments-là, j'ai appelé ça base militaire, c'est présence de militaires français dans ces endroits-là, d'accord, et aussi dans ces zones où il y a les petits carrés roses, il y a des bases militaires françaises, des forces de présence à l'étranger suite à des accords. Donc ça, on va le noter et on va mettre que l'influence française est liée à différents leviers de puissance. Alors d'abord, un levier économique avec de nombreuses FTN, c'est ce qu'on appelle des firmes transnationales, vous l'avez en définition là-dessus, comme Carrefour ou Total, avec des leviers politiques, la France et sa présence en Conseil de sécurité de l'ONU, et des leviers aussi militaires, possède l'arme atomique et présence mondiale de soldats. Ça, cet élément, on appelle ça, c'est un élément d'influence qui s'appelle le hard power, c'est-à-dire un pouvoir fort, on va le définir tout à l'heure. Alors, des opérations militaires se font seules ou en coopération avec l'ONU et l'Union européenne. Donc les deux définitions ici, les firmes transnationales, les entreprises qui sont implantées à l'étranger, et le hard power, c'est un moyen d'exercer son influence par des moyens militaires et économiques. L'influence française s'exerce dans un premier temps par des moyens militaires et économiques, c'est ce qu'on appelle le hard power. On va voir d'autres aspects du rayonnement français. Il ne s'exerce pas que par des moyens économiques ou militaires. La France, par exemple, possède des atouts culturels qui la font rayonner dans le monde. Par exemple, la gastronomie. Ici, restaurant d'un grand cuisinier français qui s'appelle Joël Robuchon, qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Joël Robuchon, pardon, qui a créé un restaurant à la gastronomie française pour faire la promotion de la gastronomie française au Japon, en plein Tokyo. Vous voyez, eh bien, ce restaurant du plus grand chef français, et on remarquera l'architecture très renaissance, typiquement de la Renaissance française. En plein Tokyo, vous voyez ce qui est assez cocasse et paradoxal. On est en plein dans le CBD de Tokyo, le cœur du centre des affaires, et vous avez cet îlot, j'allais dire, de présence française avec ce château type Renaissance, qui est le restaurant de Joël Robuchon. C'est un élément important aussi du rayonnement français, la gastronomie française, qui est connue dans le monde entier. Donc vous avez un autre élément aussi. J'ai choisi l'affiche du film Lucie. Eh bien, vous voyez, cette affiche, elle est en chinois, en mandarin. Eh bien, c'est un film français qui s'est
extrêmement bien exporté, qui a été vu par des millions de personnes, et 53 millions de personnes ont vu ce film à l'étranger. C'est le film le plus vu à l'étranger, le film français le plus vu à l'étranger. Donc le cinéma français est aussi un moyen d'exercer, de faire exercer l'influence de la France dans le monde, montrer l'importance de la France dans le monde. Alors pour le film Lucie, il a été assez malin, Luc Besson. Il s'est entouré d'un casting et d'acteurs, on va dire bankable, c'est-à-dire internationaux. On avait Scarlett Johansson et Morgan Freeman qui sont deux grands acteurs américains. Eh bien ainsi, il a pu vendre, j'allais dire, son film et le faire voir à un public pas seulement européen, mais un public mondial, puisque Scarlett Johansson et Morgan Freeman sont connus dans le monde entier. Donc ça, c'est aussi un élément important pour la diffusion du film. Et voilà. Donc l'industrie du cinéma français, elle occupe une place importante à travers le monde. Vous avez ici cet exemple des 50 principaux marchés étrangers du cinéma français, où le cinéma français s'exporte, évidemment en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada anglophone, et un petit peu partout, notamment en Asie, un peu en Océanie, un peu moins en Amérique du Sud. Donc vous avez ces éléments-là, avec notamment les recettes réalisées, donc des recettes importantes réalisées en millions d'euros, notamment en Amérique du Nord, évidemment en Europe, un petit peu moins après en Amérique du Sud et en Chine, mais c'est un cinéma, le cinéma français, qui s'exporte assez bien, assez bien dans le monde. Autre élément, la chanson est aussi un des éléments d'influence française dans le monde. Or, j'ai pris un exemple récent, le 18 avril 2020, Lady Gaga, que tout le monde connaît, a invité des artistes internationaux, et surtout américains, principalement américains, pour participer à un concert afin de récolter des fonds dans la lutte contre le Covid. Eh bien, il y a eu une invitée, une chanteuse française, qui a été invitée, peut-être vous la connaissez, la chanteuse Christine and the Queen, qui a été invitée à ce concert confiné mis en place, organisé par Lady Gaga. Donc là aussi, hein, Christine and the Queen est une chanteuse française qui s'exporte bien à l'étranger et qui fait valoir un petit peu la culture française à l'étranger ici. Donc vous voyez, il y a d'autres éléments que les éléments économiques et militaires pour montrer, faire parler de son pays, exercer une influence. Alors ça, on peut le voir aussi avec un dernier exemple, c'est ce qu'on appelle l'exemple de la francophonie. Eh bien, la francophonie, c'est le réseau mondial de pratique de la langue française, avec donc là une carte où on voit bien les différentes situations, la représentation diplomatique française, mais c'est surtout cette carte qui va m'intéresser, l'influence dans le monde de la francophonie, avec les États et régions où le français est la langue officielle et maternelle, et évidemment la France. Vous avez aussi tous ces territoires d'outre-mer où la France est la langue maternelle. Vous avez aussi, là, c'est intéressant, un petit peu plus intéressant, les États où le nombre de francophones est important, ou des États où il y a des minorités francophones, un nombre de francophones assez important. Eh bien, vous avez ici les États du Maghreb, mais aussi un nombre de francophones important dans le sud de l'Inde, en Asie, évidemment au Québec et au Canada, donc une présence de la langue française euh, assez bien répartie dans le monde, ici, océan Indien, on a vu Asie, mais aussi Amérique du Nord. Là aussi, c'est un des moyens de faire parler de la culture française par l'intermédiaire de la langue. Donc ça, on va pouvoir le noter. L'influence française dans le monde est également liée à une culture qui s'exporte. C'est ce qu'on va appeler le soft power. Le français est une langue internationale, à l'ONU on parle français, qui est parlée apprise dans de nombreux pays. La francophonie, c'est 220 millions de locuteurs, c'est-à-dire personnes qui parlent français, et de plus en plus de Français s'installent à l'étranger, 2 millions, surtout en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, qui permettent de diffuser la culture française et la langue française. Cette culture française se diffuse aussi, on l'a vu, par la gastronomie et par le cinéma, ce qui fait qu'ensuite, cette attractivité, eh bien, un certain retour par cette attractivité, puisque les touristes aussi ont envie de venir découvrir le pays. Donc, l'autre élément que l'on va pouvoir marquer ici, deux éléments, hein, c'est le soft power, ces moyens d'exercer son influence par des moyens culturels et la définition de francophonie
qu'est-ce que la francophonie? Vous l'avez ici. Alors, pour terminer, je vais vous demander de réaliser du coup cette carte, là vous voyez ici, en utilisant, j'ai bien dit, des éléments des différentes cartes de la leçon. Vous ne les prenez pas tous, hein. Vous avez des éléments à me mettre, que vous prenez de quelques-unes des cartes de la leçon, et ça va vous permettre de compléter ces différents éléments. Donc, vous réalisez une carte de l'influence française dans le monde en utilisant quelques-uns, alors il y en a un ou deux par carte, quelques-uns des éléments à pouvoir compléter cette carte. Donc, on va terminer en conclusion en disant, la France fait entendre sa voix par de nombreux moyens, économiques, politiques, militaires et culturels, et la possession de territoires d'outre-mer lui permet de défendre ses valeurs et ses intérêts à l'échelle mondiale. Mais cette influence est limitée par le poids important des États-Unis et de plus en plus de la Chine. Donc une influence, c'est vrai, mais une influence qui peut écraser par celle des États-Unis et de la Chine. Donc là, pareil, vous avez la semaine pour faire ce travail et copier la leçon, puisque jeudi, vendredi sont fériés. Donc on se retrouvera, nous, la semaine prochaine, lundi, mardi prochain, pour des nouvelles leçons. Il me semble qu'on attaquera des leçons, me semble-t-il, d'histoire, hein, avec la 5e République. Donc bonne semaine et bon travail.